s'entendre pour dire en général que le problème, ce n'est pas tellement la couche de glace, c'est ce qui s'ajoutera dessus d'ici la fin de l'hiver. La recommandation que je suis tenté de faire aux gens, c'est pas d'aller s'éreinter à casser la glace, parce qu'on n'a pas toujours les bonnes conditions pour l'enlever, mais ce serait au moins de trouver le moyen, avec le plus de prudence possible, d'aller pelleter son toit, d'utiliser une pelle à neige, qu'on peut glisser la neige, et de faire bien attention parce qu'on a les pieds sur la glace. Faire beaucoup de fractures de la côte, les colonnes, le clavicle et la scapula. Le docteur John McCann le sait que monter sur un toit comporte des risques. Hospitalisé depuis 10 jours, sa chute du... Les médecins l'ont examiné, puis on n'a rien constaté d'anormal du côté des poumons. On les a donc renvoyés à la maison. Mercredi matin, donc, la dame se couche tôt en matinée. Elle a dormi toute la journée et c'est vers 21h qu'elle a fait la macabre découverte. Elle a aussitôt alerté les ambulanciers pour constater à leur arrivée que le bébé était mort déjà depuis plusieurs heures. Les policiers ont donc décidé d'ouvrir une enquête. Une autopsie qui sera pratiquée sur le corps de l'enfant aujourd'hui ou demain. Du côté de Saint-Jean maintenant, Jacques, il y a un incendie qui a complètement détruit un bâtiment qui abritait un encan. C'est survenu à 1h cette nuit. Un encan, un marché aux puces et toute la marchandise qui se trouvait à l'intérieur, dont des voitures de collection. C'est une perte totale. On parle de dommages évalués à 100 000 $. On ne connaît pas la cause, évidemment. Non, ben, il est trop tôt pour le dire pour l'instant. Merci, Dominique. Au revoir. Et puis, on va aller du côté de Robertval maintenant, si vous voulez. Il y a eu un incendie là hier soir. Alors, Éric Lévesque, c'est un incendie dans une résidence ou un commerce? Bien, c'est en fait un poulailler, une résidence de poulet qui a pris en feu hier à Roberval. Ça a complètement détruit ce bâtiment. Les flammes ont pris naissance sur l'heure du souper. C'est la propriété de la coopérative régionale Nutrinor. À un certain moment, les flammes étaient si intenses qu'on a craint pour les bâtiments voisins. Autre problème qu'on avait, c'est qu'il n'y avait pas de borne fontaine à proximité. Donc, dû dresser là, des piscines temporaires pour pouvoir accumuler l'eau. Les pompiers de 2 localités voisines sont également venus porter assistance à ceux de Roberval. Heureusement, il n'y avait pas de poulet à l'intérieur du bâtiment. Alors, évidemment, les images sont assez éloquentes. C'est une perte totale, hein? C'est une perte totale, plusieurs dizaines, voire même facilement 100 000 $. Il y avait 4 bâtiments. Il y en a un seul qui a brûlé, heureusement, même si les 2 autres étaient à proximité. Merci. Au revoir. Au revoir. Il y a le UR qui vole pas très haut non plus. Ah, vole très, très bas notre dollar, hein? 68,57 cents américains hier. Alors, c'est une baisse de 13 centièmes de points de cents par rapport à la veille. Alors, évidemment, les pressions se font fortes sur la Banque du Canada pour que la banque augmente ses taux d'intérêt pour raffermir le dollar, qui en a bien besoin, évidemment. Alors, évidemment, le problème, c'est que les investisseurs se débarrassent actuellement du dollar canadien parce qu'il est bas. Alors, plus on va s'en débarrasser, et plus encore il va baisser. Alors, écoutez bien cet expert là qui nous donne un petit peu le point de vue des investisseurs à cet égard-là. Mais si on se place dans les souliers d'un investisseur étranger qui choisit d'investir en Amérique du Nord et qui... La qualité, le service, l'accueil, tout ça. Les prix peut-être un peu? Tout, oui, les prix. Par exemple, on peut déjeuner pour combien chez vous le matin? Un déjeuner complet, là, avec les fameuses taxes, 2,17. 2,17, c'est quoi un déjeuner complet? C'est 2 œufs bacon, patates, toast, café à volonté. Et qui sont vos clients qui viennent là, le matin comme ça? On en voit toutes sortes de clients. Ils viennent d'où, là? Partout. Eh bien, mais encore. Encore? Oui. Donnez un peu plus de détails. Est-ce que c'est des policiers, des travailleurs? Oui, on a des travailleurs, on a des gens du Gaz Métro, l'Hydro-Québec, le Bell, l'entourage, des professionnels, un peu de tout. Des gens, des avocats, donc des gens qui viennent de partout. Oui, des notaires, avocats, médecins, un petit peu tout le monde. Est-ce que ça vient seulement du quartier ou ça vient un peu plus loin? Non, ça vient plus loin. Ça vient même de plus loin de venir chez vous? On a beaucoup de Français qui viennent parce qu'on a une spécialité québécoise. Puis l'Office du tourisme nous envoie beaucoup de Français. L'Office du tourisme vous envoie des Français déjeuner chez vous? Beaucoup. Déjeuner, puis... Quelles sont les spécialités dont vous parlez? Bon, on fait toujours la tourtière du Saguenay, on fait l'assiette québécoise, les ragoûts, les tourtières maison. Il n'était pas en train de faire ce pourquoi les gens de Québec les paient, c'est-à-dire patrouiller dans les rues et s'assurer qu'il n'y a pas de crimes qui sont commis. Alors j'espère que la direction de la police de Québec va répondre à ces questions aujourd'hui. Je peux vous dire que nos collègues ici à Québec, dans le bulletin régional, vont vous donner tous les détails à 12h20
et vont aller se charger de poser les questions à la direction de la police et à la fraternité des policiers. Parce que ces policiers-là étaient en devoir ce matin. En tout cas, s'ils n'étaient pas en devoir, qu'on vienne m'expliquer comment se fait-il qu'ils avaient leurs autopatrouilles. Il est possible que même en n'étant pas en devoir, ils aient leurs uniformes, mais les autopatrouilles à la porte du palais de justice, ça, je trouve ça fort. Oui, c'est assez étonnant. Et bon, d'autre part, Gaëtan, un autre sujet d'actualité aujourd'hui, bon, on l'a vu avec le jugement de la juge Dubreuil et d'autres jugements également, la mode est au sursis. Il y a David Graham, qui est un entraîneur de patinage artistique à Rimouski, qui a été condamné à 15 mois de prison, mais avec sursis après avoir été reconnu coupable d'attouchement sexuel. Cependant, ce qui nous fait nous interroger un petit peu plus aujourd'hui, c'est le fait que M. Graham continue de travailler au sein même du club de patinage artistique, là où il a eu des attouchements sexuels avec sa victime, c'est-à-dire une jeune fille. Avec nous, M. Mario Beaulieu, qui est vice-président du club de patinage. Le Devoir dit à ce sujet que les moyens de pression sont donc suspendus devant la menace d'injonction du ministre Rochon. Mais on nous montre aussi, voyez, dans Le Devoir, cette photo d'une femme de 70 ans qui n'a pas voulu attendre et qui a décidé de déplacer elle-même son toit. Le Journal de Montréal, de son côté, nous montre pourtant que c'est là une opération bien dangereuse puisque cet homme que l'on voit a le corps brisé dans le Journal de Montréal après avoir fait une chute d'un toit glacé. Dans la presse, eh bien, on dit que la crise du verglas aura coûté bien cher, finalement, aux hôpitaux de la région. Pour le seul réseau de la santé, donc montréalais, on parle de 12 à 15 millions en personnel et en matériel. Alors que dans le Soleil, indépendamment des pannes d'électricité, on dit qu'à l'échelle du Québec, les hôpitaux se dirigeraient vers un déficit de 250 millions. Mais aussi, dans le Soleil, c'est le ras-le-bol du ministre Guy Chevrette qui songerait à démissionner, déçu par les petites vites de ses collègues du Conseil des ministres. Et puis également les policiers de Québec qui ont causé tout un émoi hier quand ils ont pris d'assaut le palais de justice pour aller appuyer l'un de leurs collègues accusé de voies de fait sur un adolescent. Et enfin, dans le Globe and Mail de Toronto, la grande faiblesse du dollar canadien face à la monnaie américaine, 68,25 cents, le taux le plus bas depuis 1858. On pense qu'Hydro va un peu vite en arrêt? Ben, le Devoir, en tout cas, revient à la charge ce matin. C'est toujours inacceptable, écrit Jean-Robert Sans Façon, qu'il n'y ait pas d'études pour vérifier l'utilité de construire ces 3 nouvelles lignes de transport d'électricité, ni même de consultation publique digne de ce nom dans le cadre des projets de construction de lignes de transport d'électricité qui seront réalisés dès cette année. L'urgence a le dos large, dit-il, car qui croit qu'on va dépenser 815 millions sans études préalables pour accroître la fiabilité? Il dit que impacts environnementaux, il y aura, physiques et humains. Pourtant, il n'y aura pas d'audience publique. Ce qui choque dans ça, dit-il, ce n'est pas qu'Hydro, où le gouvernement envisage d'accroître les ventes d'électricité à l'Ontario et aux États-Unis, par exemple, mais qu'on profite de la situation pour contourner l'esprit de la loi. Et Louis-Gilles Francoeur, toujours dans Le Devoir, l'écrit aussi, elle est inquiétante, cette vision environnementale qui sous-tend cette approche où le gouvernement dit vouloir équilibrer environnement et sécurité d'approvisionnement. L'environnement, rappelle-t-il, est défini dans la loi comme la somme des aspects socio-économiques et biophysiques. Et ici, le tout est mis sur le même pied que la partie, une déformation fondamentale, dit-il, de l'esprit de la loi de l'environnement. Alors pour lui, quand on y regarde de près, si crise il y a, ce pourrait bien être aussi en matière d'éthique de la consultation publique. De Gazette, de son côté, s'interroge sur l'enquête que va mener Roger Nicolet sur les différents aspects de la crise qu'a provoqué cette tempête. Alors ce n'est pas raisonnable, dit De Gazette, de demander aux membres de cette commission d'étudier autant d'aspects en quelques mois seulement. Et que dire de toutes les questions qui demeureront sur la table et qui exigeraient une enquête vraiment indépendante. Après Alain Dubuc, dans la presse hier, c'est Donald Charette ce matin dans Le Soleil qui donne raison au ministre Bernard Landry de garder la main sur le gouvernail. Oui, le verglas a bousculé la planification budgétaire du gouvernement, mais non, dit-il, il ne fallait pas renoncer pour autant au déficit zéro sous prétexte que la nature a frappé à nouveau. Et puis les rumeurs d'élection, Michel Sauger dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec, il dit qu'évidemment, avec les sondages des derniers jours qui montrent une augmentation considérable de la popularité du PQ
et de celle de Lucien Bouchard notamment, la tentation est grande chez certains organisateurs péquistes de déclencher une élection dès ce printemps. Mais attention, une élection dès ce printemps constitue aussi un risque. La popularité de M. Bouchard, gagnée lors de la crise, peut s'estomper comme la glace qui fond au soleil à cause des suites de cette même crise. Il y a une possibilité donc d'effet retour qu'on ne contrôle jamais vraiment, écrit-il. Et je termine avec Agnès Grouda dans la presse. Donc il n'y aura pas de débrayage des obstétriciens et gynécologues, ce qui aurait été odieux, dit-elle, mais elle dit que le problème qui a été créé demeure quand même entier, car même s'ils étaient prêts à recourir à des méthodes condamnables, les obstétriciens ne se battaient pas tout à fait pour rien, et l'une des principales causes de leur doléance, soit l'augmentation fulgurante de leur prime d'assurance, demeure pour l'instant entière. Il faudrait y voir. Dit-elle, ce n'est pas seulement d'équité envers un groupe de professionnels durement touchés par la judiciarisation de notre société dont il est question, il s'agit aussi de justice sociale. Ah, vous quelques bons dessins ce matin. Oui, ben voyez, le scandale de l'américaine, les réactions à Téhéran. Un ayatollah dit qu'il faut comprendre Bill Clinton, c'est une question de contexte culturel. Et contexte culturel, l'autre ayatollah demande c'est quoi ça, un zipper? Et dans deux gazettes de Eslen, avec janvier qu'on a connu, que sera maintenant février, dit-il, en consultant l'almanach, et le nez glacé. Alors, j'ai téléphoné à mon ami Bill et je lui ai dit, Bill, vaut mieux s'occuper de sa dame que de s'occuper de sa secrétaire. Merci beaucoup, M. Turgeon. 7h04, il y a un couple d'Anglais qui commence à vendre certains souvenirs de bateaux ayant navigué entre 1910 et 1935. Ce bateau-là, c'est l'Olympique. Et l'Olympique a fait partie des 4 bateaux qui sont rendus à la rescousse du Titanic qui est en train de sombrer en 1912. Et l'Olympique faisait partie de la famille de la White Star. Et l'Olympique en question mettait l'emphase également sur le style et l'élégance de l'époque édouardienne. Et les gens, en raison de l'engouement qu'on a pour le Titanic, ont commencé à vendre ces souvenirs-là. Et ça fonctionne. Comme quoi, on profite d'un peu de tout. Et puisqu'il est question du Titanic, la fameuse chanson « My Heart Will Go On » a été entendue par 98% de l'auditoire américain, c'est-à-dire 105 millions de personnes. On peut juste chercher des chiffres extravagants quand on parle de Céline Dion. Parlant d'élégance et de style, mesdames, messieurs, voici à l'instant Josée Sanson. C'est trop gentil, Guy. Mais ici, à la météo, à l'extérieur, à Montréal, le ciel demeure très nuageux ce matin. On a une belle petite neige qui tombe comme ça. Le cabinet, il songerait même à prendre sa retraite. C'est ce que rapporte en tout cas le quotidien Le Soleil, qui ajoute que M. Chevrette est aigri par des décisions prises par d'autres collègues du cabinet au détriment de sa circonscription de Joliette, qu'il représente depuis 21 ans à l'Assemblée nationale. Et il aurait remis en question sa carrière politique hier lors d'une rencontre avec le premier ministre Lucien Bouchard. Hydro-Québec a réussi à rebrancher près de 5 000 abonnés hier, surtout en Montérégie. Il reste plus de 45 000 abonnés toujours privés de courant. Et la Croix-Rouge a amassé 7 millions de dollars pour venir en aide aux plus démunis qui retournent chez eux. Elle offrira des bons d'achat pour la nourriture et paiera l'aide familiale pour les sinistrés qui se réinstallent. Cette opération est menée avec les municipalités et les CLSC qui contribuent justement à identifier les démunis. Ça va de mal en pis vraiment pour notre dollar canadien. Il a clôturé hier sur les marchés nord-américains à 66 cents et 25 centièmes américains, presque un tiers de cent de moins que la journée précédente. Il n'y a toujours rien qui indique que la Banque du Canada va hausser le taux d'escompte pour ralentir la chute du dollar. En Russie, Boris Yeltsin confirme qu'il ne sera pas candidat aux prochaines élections présidentielles de l'an 2000. Le président russe a dit que son opinion était faite sur la personne qui devrait lui succéder, mais il n'a pas voulu révéler son nom. Et puis, la secrétaire d'État américaine, Madeleine Albright, discute de la crise irakienne en ce moment à Madrid avec son homologue russe. Hier, après sa rencontre avec son vis-à-vis français, Mme Albright a déclaré que les options diplomatiques étaient pratiquement épuisées pour régler la crise. Pour sa part, Saddam Hussein a dit qu'il répondrait à chacune des éventuelles attaques américaines. Et voilà, merci beaucoup, Ghislaine. En quelle année voulez-vous que je vous ramène ce matin? 1969. Attendez un petit peu, 1969. Qu'est-ce que je peux vous trouver dans l'histoire? Ah oui, tiens, 1969, ça matin. Il y a quand même des municipalités qui bénéficient de génératrices. Là, c'est le cas de Napierville, Saint-Cyprien, Saint-Valentin, Saint-Bernard-de-la-Colle, où on a mis des immenses génératrices là, pour permettre d'avoir le minimum d'électricité. Donc, rappelons-nous que c'est jour 25 encore pour certaines personnes. Et vous me permettez de rappeler que la journaliste Lynn Pagé a prêté sa voix à une cassette vidéo VHS qui sera en vente. Elle viendra, Lynn Pagé, avec nous ici dans une demi-heure, nous présenter cette cassette vidéo que vous pourrez commander par téléphone. Et on va la vendre. C'était produit ici à Radio-Canada par le service d'information. Ça résume toute l'histoire de cette tempête de verglas.
On va la vendre tout simplement pour donner des profits, tous les profits aux sinistrés du verglas. Alors, Lynn Pagé nous la présente tout à l'heure. Puis ça va être agréable en 10 ans de regarder ça, puis se dire ouf, regardez ce qu'on a traversé. Maintenant, dans le Journal de Montréal, on revient sur une histoire qui a fait l'objet du point hier. C'est l'histoire de Paul Normand-Chevalier. Vous voyez ici en page 8, Paul Normand-Chevalier, des alibis qui auraient pu être discrédités. C'est un ex-caporal de la Sûreté du Québec à Saint-Jérôme qui a été accusé d'avoir fait un trafic de 5 kilos de cocaïne il y a quelques années. Il a été acquitté, je dois le dire, quand même en cours. Il a été acquitté sur la foi d'alibi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que la commission de déontologie policière, le comité de déontologie policière a fait enquête dans ce domaine-là et a détruit ces alibis. Entre autres, un des alibis, c'était le fait que ce n'était pas lui qui était sur place là, au moment de la transaction qui avait été faite par le biais d'informateurs codés dans la Sûreté du Québec. Non, dit-il, c'était son fils Pascal, qui avait 18 ans à l'époque, qui menait l'opération. Il y a d'autres alibis aussi. Lui était parti prendre le thé avec sa femme à la suite d'un appel. Alors, donc, tous les alibis ont été défaits par la commission de déontologie et on s'attend maintenant à ce que la justice décide là, de soit reprendre le procès ou soit à ce moment-là de poursuivre les informateurs, puisqu'on ne sait pas encore qui a fait ce trafic-là. C'est pas Paul Normand-Chevalier. Les informateurs codés ont dit qui nous accuse. Ben, on va s'arrêter ici, si vous permettez, à Québec. Nicolas Carrette nous y attend. Il y a de bonnes nouvelles pour nous. C'est vrai, des meilleures nouvelles. Pas de meilleures nouvelles, mais des nouvelles fraîches de toutes sortes de types. Alors, merci Anne. On va rencontrer Nicolas à Québec. Bonjour Nicolas Carrette. Bonjour Claude, mais des bonnes nouvelles. Ben, pas des bonnes nouvelles, mais des nouvelles tout à fait récentes. Il y a d'abord une histoire de meurtre à Québec ce matin. Tout à fait. Ça s'est produit à Charlesbourg tôt ce matin, en fait vers 3 heures, peu après 3 heures ce matin, la sortie d'un bar, le Popcorn à Charlesbourg. C'est au cours d'une bataille entre deux groupes de jeunes que ce serait survenu. La victime, un homme de 26 ans, aurait été frappé malencontreusement. Il a été transporté dans un hôpital de Québec, l'hôpital de l'Enfant Jésus, où on a constaté son décès. Alors, un peu après 3 heures ce matin à Charlesbourg, à la sortie d'un bar. Soit dit en passant, Claude, c'est le premier meurtre de l'année dans la région de Québec. Heureusement, un trou encore quand même. La police de Québec, elle a pris le palais de justice d'assaut hier. Oui, une vingtaine de policiers en uniforme et armés sont allés manifester leur solidarité à un de leurs collègues, Jean Baudouin, qui est accusé de voies de fait grave contre un adolescent. On se rappelle des faits, ça s'est produit au mois de juillet dernier. Le policier aurait battu à coups de lampe de poche le jeune homme qui s'appelle Carl Léon. Et il faut ajouter que cette manifestation n'a pas plu, mais pas du tout, au chef de la police de Québec, Richard Renaud, qui a parlé d'enquête qui sera menée au cours des prochains jours ou des prochaines semaines et qui aurait des sanctions pouvant aller jusqu'au congédiement qui pourraient être remises à des policiers qui ont participé à cette manifestation hier. Il y a beaucoup, je vous dirais bien que sur les lignes ouvertes, là, à la radio ce matin à Québec, c'est le sujet de l'heure. Ça chauffe, c'est sûr. Ben, ça chauffe. On a droit à une justice pleine et entière et, bon, ben, les policiers se sont portés juges et partis dans cette affaire. Oui, tout le monde est égal devant la loi. C'est ça. Les victimes, y compris les accusés. Tout à fait. Il y a Réal Bachand. Disent les médecins que le gouvernement allait discuter sérieusement. Les médecins réclament notamment une hausse du tarif d'accouchement et ils veulent que le gouvernement assume une plus grande portion de leur assurance responsabilité. La compagnie Ford a décidé de racheter plusieurs véhicules. 36 000 véhicules au Canada. Le constructeur a noté un possible défaut dans le système d'alimentation électrique de 32 000 automobiles des années 93 et 94. Là, on parle des modèles Taurus, Sable, Mark 8 et Continental. Et aussi 4 000 voitures Contour et Mystique 1995 seront rappelées pour vérifier leur système de traction. Ford va faire parvenir un avis aux propriétaires de ces véhicules. Et M. Clinton et l'affaire Lewinsky, ce serait une victoire pour le président? Une première victoire dans tout ce scandale qui l'accable. Alors, la juge qui préside le procès intenté par Paula Jones, qui, elle, poursuit le président pour harcèlement sexuel, a décidé que le témoignage de Monica Lewinsky, qu'on voit présentement à l'écran, ne pourrait pas être utilisé dans cette cause. Par ailleurs, les négociations entre l'avocat de Monica Lewinsky et le procureur spécial Kenneth Starr sont bloquées. William Ginsburg a déclaré que sa préoccupation maintenant était de préparer la défense de sa cliente, Monica Lewinsky. Ça veut dire quoi, là? Ça veut dire que Lewinsky, l'histoire des cassettes ne peut pas être utilisée dans le procès de Paula Jones. Les cassettes, là, je ne sais pas, on parle du témoignage de Monica Lewinsky. Ça, c'est son affidavit. Oui. Et son témoignage en personne. Et c'est dans cet affidavit qui prépare le témoignage où elle a dit « Je n'ai jamais eu de relation avec le président ». C'est ça. Alors que l'histoire des cassettes audio disent le contraire, mais c'est dans une autre histoire. C'est pas relié à... C'est-à-dire que tout ça a été mis au jour avec le procès intenté par Mme Paula Jones.
Et là, il a été décidé par la juge de ce procès-là que Mme Monica Lewinsky n'irait pas témoigner dans ce procès-là. Mais il y a toujours le procureur spécial, Kenneth Stark, qui lui fait enquête sur toutes sortes d'autres aspects. Là, par exemple, le scandale de White Walkers et tout ça, qui lui... je pense que c'est lui qui a en possession, puis en possession les cassettes. Et c'est avec lui que l'avocat de Monica Lewinsky négocie depuis les débuts de la semaine pour que sa cliente ait l'immunité judiciaire et donc révèle tout ce qu'elle sait. Bien, voilà. Ça, pour l'instant, c'est bloqué. C'est ce qui coince Mme Lewinsky, parce qu'elle a dit dans l'affidavit, je n'ai pas eu de relation, et si elle témoigne sous protection, elle pourrait dire le contraire, mais là, ferait faux témoignage, parjure dans le premier. C'est là que c'est compliqué. Oui. Merci beaucoup. Et les Américains... Et ça se poursuit. Les Américains. Et ça se poursuit. On va en entendre parler encore. Ouf. Alexandre, c'est beaucoup plus simple avec vous. Oui, beaucoup moins compliqué en tout cas, mais ça l'a été compliqué, Claude, vous le savez, au cours des dernières heures pour des percheurs de coffre-fort. Des percheurs de coffre-fort qui se sont présentés, imaginez, non pas dans une institution bancaire, mais bien ici, comme on va le voir, à la succursale du Club automobile de Brossard au 3 rue. Oui, voilà. Hein? Ils auraient bien pu se dépanner parce qu'à l'intérieur, dans le coffre-fort, il y avait pas moins de 600 à 700 000 $, dont en coupure, en beau bill du demi-million, comme disait Séraphin Poudrier, 40 à 50 000 $, et puis des chèques de voyage également, et puis une foule d'autres pièces qui auraient pu être échangées aux porteurs. Alors, les percheurs de coffre-fort se sont présentés dans le local qui est adjacent à celui de la CA, qui est vide celui-là, ont percé le mur, ont pénétré à l'intérieur de l'établissement et ont réussi même à neutraliser le système d'alarme. Les policiers, lorsqu'ils s'y sont présentés vers minuit, ont constaté que le système était encore armé, ce qui laisse penser qu'il s'agit là de l'œuvre de professionnels, mais des professionnels qui ont été vraisemblablement dérangés par la présence d'un surveillant, d'un gardien de nuit, qui, à la faveur d'une ronde, les a passablement dérangés. Il y a aussi des odeurs suspectes qu'on a détectées à l'hôpital général pour enfants? Oui, à l'hôpital général pour enfants, dont, ironie du sort, c'est l'anniversaire aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est le 60e, le 75e, mais peu importe. Ce matin, les pompiers s'y sont présentés après qu'on eut détecté ce qu'on pensait être des vapeurs d'acide ammoniaque au tout départ, mais vraisemblablement que tout cela n'était qu'une vapeur de gaz que l'on dit encore suspect. On n'a pas fait d'évacuation massive, on a strictement fait à l'interne un petit déplacement de certains patients et d'une certaine partie du personnel, et les vapeurs suspectes provenaient en apparence d'une chambre de stérilisation. Bien, bien, merci Alexandre. À tout à l'heure. Merci, au revoir Alexandre Dumas. On va retrouver Michel Girard. Bonjour, Michel. Bonjour. Comment allez-vous? Bon, c'est ce midi que je veux savoir comment vont mes tuyaux. Ouais, c'est ça, comment vont vos tuyaux, là? Est-ce qu'ils coulent? Ça coule plus? Il vient de me dire qu'il s'ennuie de son chien qu'il n'a pas vu depuis un mois. Là. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, c'est vrai, et votre chien me dit aussi qu'il s'ennuie de vous beaucoup, beaucoup. Merci, Claude. Boîte vocale, Michel Girard. Quelqu'un qui nous dit ici dans la boîte vocale, je n'ai pas le nom, mais on nous dit nous avons des obligations de Hydro-Québec. Est-ce encore bon? Ça me panique. Oui, en tout cas, ça ne chauffe pas. Ça n'a pas chauffé pendant plusieurs semaines, finalement. Écoutez, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. C'est pas parce qu'on a eu cette panne d'électricité que Hydro-Québec... les pylônes ont tombé, mais quand même pas l'entreprise. Il faut rappeler aux gens que Hydro-Québec va verser cette année, va verser 700 millions quand même de profit au gouvernement du Québec. 700 millions, ça laisse entendre qu'il y avait un bon petit coussin. Ouais. Et puis de toute façon, si jamais Hydro-Québec était serré dans ses finances, qu'est-ce que vous pensez qu'Hydro va faire? Va filer la facture. Ah oui, on va augmenter les tarifs. Donc, le bon peuple, on contribuera. Ce qui veut dire que pour ce qui est des obligations d'Hydro-Québec, ça constitue un excellent placement. Très bon placement. Bon, ici, j'ai Claude Harvey de Varennes. Oui. Il nous dit, c'est au sujet des réclamations pour les assurances, les aliments. Ouais. Il dit, imaginez, il y a des exceptions à la règle. On est assuré avec une compagnie, je pense que c'est Coseco. Exact. Oui, Coseco, c'est ouais. ça. Et ils disent qu'il y a une franchise de 200 $. Ben oui. Alors, je pense que la compagnie Coseco va être évitée parce que je pense qu'elle est la seule compagnie d'assurance qui impose, exige une franchise sur la perte d'aliments, alors qu'il est clairement indiqué par le BAC, le Bureau d'assurance du Canada, qui représente tous les assureurs, qu'en principe, aucune compagnie d'assurance ne doit exiger une franchise sur la perte d'aliments. Mais cette compagnie-là, et entre autres HB Gestion Assurance, qui est le gros courtier, qui les assure. Je pense que c'est un courtier, comme dit M. Harvey, qui travaille plus pour les assureurs que pour les assurés, malheureusement. Voilà, c'est un Alors, c'est donc à dénoncer. Boîte vocale toujours. Bonjour, Michel.
Ma couverture de toit a été déglacée par la compagnie d'assurance. Présentement, il y a de l'eau qui coule. La compagnie me dit d'attendre. Est-ce que ce sera à nous de payer? Ils nous ont dit qu'un pourcentage devrait être payé par nous. Mais là, ça, c'est faux, ça. C'est faux, ça? Alors, si ta couverture, donc, ça laisse entendre que la personne a une police d'assurance tout risque. Ouais. Et puis, si la couverture coule et qu'il y a des dommages, c'est la compagnie d'assurance qui doit tout payer. Voyons donc, tu ne peux pas faire un espèce de pourcentage, dire c'est 50-50. On sent manifestement ici qu'on veut négocier du côté de la compagnie d'assurance. Oui. Ne vous laissez pas abattre. Denis Dubouchel nous dit « Je suis assuré avec le groupe Commerce. Hier, mon courtier m'a avisé qu'il ne paie pas pour le déglaçage des toits de la ferme parce qu'ils n'ont pas l'assurance tout risque. C'est dangereux, j'ai pas d'électricité ni de téléphone. » Bon, alors si votre toit tombe, la compagnie d'assurance paiera pour tout, mais ce qui est intéressant, c'est... Mais il n'a pas le tout risque, là, lui. Non, mais ça... Il dit, il n'y a pas l'assurance tout risque. Ah, OK. Excusez-moi, là, mon courtier m'a avisé qu'il ne paie pas pour le déglaçage de la ferme parce qu'ils n'ont pas l'assurance tout risque. Ah, OK, bien, parfait. C'est parce que je mélangeais avec la question suivante. OK. Lisez la question suivante. Attends un peu. Vous allez voir, c'est très intéressant. J'ai une assurance du groupe Commerce, Esprit Richelieu multirisque. Hier, le courtier est venu. Il y a de la glace sur la ferme et les îlots. Ils ne veulent pas payer le déglaçage et c'est dangereux. Alors, que telle la touriste ou telle pas la touriste, ils veulent pas payer. Ils veulent rien savoir. Ils veulent pas payer. Non, mais tu sais, ça n'a pas de sacré bon sens. Alors, donc, dans un cas comme dans l'autre, la compagnie veut rien savoir. C'est malheureux. Vous avez également du côté de l'Assurance Générale des Jardins qui refuse aussi toutes les mesures de prévention pour le déglaçage. Laissez tomber vos toits. Et puis, si vous avez une police multirisque, si vous n'avez pas de multirisque, par contre, le déglacer, hein, mais si vous l'avez, laissez-les tomber vos toits, puis les assureurs mais si on veut pas que le toit tombe, je sais bien, mais qu'est-ce que tu veux faire? On n'est pas pour, premièrement, prendre le risque d'y aller. Deuxièmement, on n'est pas capable d'avoir des gens pour déglacer notre toit, ça prend 3 semaines. Mais d'ici 3 semaines, de toute façon, ça a coulé à tomber, ça aurait été... C'est la quadrature du cercle. Ah oui, mais on est Michel, avant de s'écouter, salon épargne placement. Oui, c'est au cours du week-end. Alors, c'est très bon d'aller au salon d'épargne placement pour ramasser des renseignements, discuter avec tous les conseillers en placement qu'il peut y avoir là, mais vous ne signez absolument rien avant de me consulter. Ah, non, mais... On en discutera après sur les placements proposés. Alors, donc, pour consulter Michel Girard, vous lui téléphonez à 790-2006 ou encore de l'extérieur de Montréal à 1-800-790-2006, consultation gratuite et également dans la presse, à l'occasion, de temps en temps, dans les pages économiques. Merci, Michel. La voiture nationale Alain Hull, c'est une entreprise de Laval, a peut-être trouvé la solution. Elle était, on le devine, débordée d'appels et comme le déglaçage d'une toiture, comme celle qu'on aperçoit dans le moment, nécessite une journée complète de travail, on comprend qu'elle ne pouvait pas répondre à la demande. Alors, le maître couvreur de l'entreprise a pensé et mis au point une ingénieuse machine qui découpe la glace avec une telle efficacité qu'elle abat en 1 heure le travail de 8 hommes. Alors, pour ce qui est de la toiture, aucun danger parce que la découpeuse laisse une légère couche de glace sur le revêtement du toit. Le danger d'accident est toujours là, c'est pour ça qu'il y a des experts. General Motors du Canada vous a présenté la bonne nouvelle TVA. Nous sommes accompagnés de personnes qui ont toutes de bonnes raisons de sourire. Ce matin, vous avez présenté un peu avant la pause M. Roger Deslandry, président éditeur de la presse, et M. Daniel Lamarre, président et chef de la direction du réseau TVA. Bonjour, messieurs. Bonjour. Première question, M. Landry, parce que ça a été annoncé ce matin dans votre quotidien d'ailleurs. Le programme de la personnalité de la semaine et le gala de la personnalité s'en vient au réseau TVA. Oui. Et ce programme-là existe depuis combien de temps, M. Landry? 15 ans. 15 ans déjà. Oui. Et on a eu droit à des personnalités très bien connues, comme des héros obscurs. Oui, en fait, à toutes les semaines, les différentes personnes choisies peuvent être des gens qui ont accompli quelque chose d'extraordinaire durant cette semaine-là, comme il peut y avoir des grands scientifiques ou des gens. D'ailleurs, les personnalités qui ont été choisies sont toutes différentes. Tu sais, ça peut aller de Jacques Villeneuve à La Liberté, du Cirque du Soleil à Madame, voyons, je cherche son nom, là, la sœur de Charles Bronfman, Madame, tu sais, Phyllis Lambert. Phyllis Lambert, par exemple, quand elle avait sorti le centre architectural, Jean Vanier, qui, je veux dire, alors c'est Roberta Bonda. C'est un beau coup de chapeau à ces gens-là. Ah, c'est fantastique, et les gens sont très enthousiastes. Et quel est le processus de sélection pour arriver à être choisi? OK, alors, il y a un jury qui s'assoit toutes les semaines, qui est composé de Claude Masson, de gens dans l'information, Claudette Touga et Philippe Denis-Richard, qui est mon... Puis à l'égard de Jean Baudouin, qui est ce policier de la Sûreté municipale de Québec, qui est accusé de voies de fait graves contre un jeune adolescent. L'événement s'est produit l'été dernier. Alors imaginez-vous, les autopatrouilles de la trentaine de policiers étaient aussi stationnés en illégalité, Gaëtan. Alors j'imagine que si tous les collègues de Télémétropole allaient vous appuyer au Palais de justice de Québec,
je suis pas sûre qu'on n'aurait pas des billets de contravention, hein? Ça, c'est une chose. D'autre part, s'ils le faisaient sur leurs heures d'ouvrage, je suis convaincu que nos patrons prendraient des mesures. Et d'ailleurs, le patron de la police de Québec était très mal à l'aise face à ça. On peut parce que l'imaginer. ce sont une trentaine de policiers sur les 500 que compte le service qui ont fait ça. Mais on fera un sondage ce matin parmi les policiers de Québec. Un sondage anonyme, bien sûr, parce qu'en groupe, ils vont tous dire qu'ils appuient ça pour ne pas être mal vus par certains chefs syndicaux. Je suis convaincu que la majorité dénoncerait l'attitude de leurs collègues, parce qu'ici, à Québec, ces policiers-là passent pour des deux de pique, des intimidateurs qui veulent faire de la pression sur le public et qui, hier, ont délaissé les fonctions pour lesquelles ils étaient payés et en devoir pour aller appuyer un collègue. Ce matin, j'ai rencontré le directeur de la police de Québec, M. Richard Renaud. Hier matin, vous avez perdu le contrôle de vos policiers. Hier matin, nous avons des policiers qui ont enfreint les règlements, les directives, les procédures. Nous sommes conscients qu'il y a quelqu'un, à quelque part, en autorité, qui n'a pas été tellement vigilant ou qui ne s'est pas préoccupé de cette situation. Qui donc? Ben, à quelque part, vous dire qui, au moment où on se parle, c'est peut-être prématuré, mais c'est quelqu'un qui soit est sergent, lieutenant, capitaine ou autre dans la direction du service. Les informations que je possède, même ce matin, m'indiquent qu'il n'y aurait pas eu collusion pour orchestrer ça, que ça aurait été davantage un mouvement spontané. Mais M. Renaud, les policiers devaient savoir à un moment donné qu'ils s'en allaient au palais de justice. Il y a plus de 20 de vos autopatrouilles qui se sont trouvés devant le palais de justice en même temps, avec 26 policiers à l'intérieur. D'abord, nous avons une douzaine de voitures de patrouille qui se sont trouvées devant le palais de justice. Combien de policiers? 23 policiers, selon les indications qui nous ont été transmises parce que quelqu'un les aurait comptés. Parmi ces policiers-là, il y en avait quelques-uns qui légalement avaient été convoqués à la cour par subpoena. Un, deux ou trois? Je dirais peut-être 3 ou 4, mais le reste n'avait pas d'affaire au palais de justice. Donc, c'était des policiers de la relève du policier qui est accusé aussi. Exact. Jean Baudouin est un membre de cette équipe de travail-là, effectivement. Il y a un officier en charge de chaque équipe de policiers. Qu'est-ce qu'il a fait, cet officier-là? Est-ce qu'il leur a dit « allez-y » ou il leur a dit « faites pas ça, c'est contre le règlement » ? Ben, je pense que si l'officier aurait été suffisamment éveillé et vigilant, il aurait dit « faites pas ça comme vous le dites ». Comme ça n'a pas été dit, je n'ai pas d'indication non plus qu'il les a poussés à le faire. Alors, on est en train d'évaluer toutes ces informations-là et on vous dira, après l'enquête, qu'est-ce qu'il adviendra du dossier. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces policiers-là? On a l'impression là, que vous dites on va faire une enquête, mais qu'au bout d'un mois, quand plus personne n'en parlera, vous poserez aucun geste concret. D'abord, ce qui a été fait concrètement jusqu'à présent, et présent, là, il y a moins de 24 heures au moment où on se parle, les policiers ont été rencontrés par le supérieur. On a demandé à avoir des rapports très précis sur les emplois du temps, sur des questions très pertinentes, à savoir qui était sur place, malgré les images qu'on a vues qui nous aident beaucoup. Est-ce qu'ils vont produire ces rapports-là? Ils sont à produire les rapports. Bien sûr, nous sommes à évaluer aussi la question du stationnement, parce qu'on est sur un terrain privé, c'est géré par une société. Alors, on est en train d'évaluer tout. Vos policiers qui font appliquer les règlements habituellement les ont enfreints, ne serait-ce qu'au niveau du stationnement. Ils ont stationné dans une zone réservée aux camions d'incendie. S'il y avait eu un feu au palais de justice, les autopatrouilles étaient là où les camions devaient être. Effectivement. J'ai vu les images qui montrent effectivement que les voitures de patrouille étaient stationnées devant le palais de justice, à des endroits où, normalement, c'est prohibé pour certains espaces. L'impression qu'on a, c'est que vos policiers ont voulu lancer un message d'intimidation à la population qui sont censés être protégés. C'est-à-dire, si vous en attaquez un, vous nous attaquez tous. Faites-le pas. Je ne partage pas cette perception-là, parce que vous savez, les perceptions, ça dépend des individus, comment on voit ça. L'intimidation, les informations que je possède au moment où on se parle, font en sorte que les gens de la famille n'étaient pas sur place. Donc, l'intimidation qui a été supposée que la famille ou les victimes avaient été... Peu importe, M. Renaud, tout le monde a vu ça. Tout le monde sait qu'en s'attaquant à un policier de Québec, on va trouver sur sa route tous ses collègues. Écoutez, une des perceptions peut être celle-là. Moi, j'y vois davantage la perception des gens qui ont voulu montrer la solidarité envers un confrère en difficulté. Et je le répète, c'est peut-être la pire des façons qu'ils ont choisi pour exprimer cet état de situation. Parce que ça aurait été tout autre comme scénario
si ces gens-là l'avaient fait en congé, l'avaient fait comme citoyen, l'avaient fait en dehors des heures de travail. Est-ce que, selon votre enquête, directeur, il y avait beaucoup de policiers en congé qui étaient là pour appuyer leurs collègues? Je pense que les chiffres qui m'ont été donnés, c'est 4 ou 5 qui étaient en congé, hors service, qui s'y sont rendus. Il n'y en a pas beaucoup en congé. Au travail, ça ne dérange pas de laisser un job, mais à la maison ou en ski, la solidarité est moins forte. Effectivement, c'est un constat que je fais. Il n'y en avait pas beaucoup qui étaient hors service au moment où on se parle. Ah, la solidarité, là, quand on est à la maison, quand c'est pas sur notre quart de travail, sur nos heures payées à 25 $, est pas mal moins forte à la police de Québec. Le leader du syndicat était là au palais de justice hier. Il s'est empressé de dire aux journalistes à quel point il était fier de ses troupes, de ce mouvement de solidarité, tout en disant que c'est pas le syndicat qui a organisé ça. On va regarder cet extrait. Ça, j'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Là. Je ne répondrai pas pour la direction du service de police, mais moi, me vous répondre pour le syndicat. Moi, je suis très fier des gars qui étaient ici, puis des filles qui étaient ici ce matin. Est-ce que c'est un appel que vous leur aviez lancé? Absolument pas. Non? Absolument pas. Je pense que dans notre métier, parfois, il faut se serrer les coudes, puis on le fait le matin, je suis fier d'eux autres. On a demandé à M. Durocher, Jocelyne, de venir à l'émission ce midi. M. Durocher a refusé. Moi, je l'ai senti mal à l'aise ce matin, parce qu'on peut défendre la solidarité, puis c'est important dans un corps de police. Mais hier, ces policiers-là avaient un travail à faire, patrouiller les rues. Il y a plus de la moitié, ou au moins la moitié très précisément, de tous les policiers en patrouille de Québec qui est au palais de justice hier matin. Alors, quand leur chef syndical vient nous dire qu'il est fier de policiers qui violent plusieurs lois, plusieurs règlements, ne serait-ce que le stationnement, qui vont intimider des gens, bien, c'est ça, être fier de ces policiers, le comprendre d'avoir peur à ses culottes, de trouver une bonne raison pour ne pas venir à Julien en direct ce midi. On peut se permettre de comprendre des raisons pour lesquelles il est mal à l'aise, mais parce que justement, il n'y a aucune excuse finalement. D'autre part, Gaëtan, vous ne le savez peut-être pas, beaucoup de gens ne le savent pas, mais depuis le printemps dernier, au moins, il y a certaines caisses populaires Desjardins qui imposent des frais de 3 $ à leur clientèle qui ont un compte bancaire inférieur. Direction régionale dans l'espace d'un an et demi. Le transport s'est fait correctement, discussion, je l'avoue, qu'on s'en convient, mais les autres, sans avis, ça n'a pas de bon sens. Ça se fait pas, ça, dans une équipe. Je peux pas tolérer ça, et je peux pas tolérer ça pour mes électeurs. Oui, puis il en parle à ceux à qui ça... Est-ce qu'il en pointe directement des ministres? Pas quand on parle à M. Chevrette, mais bon, dans l'entourage, on ne se cache pas pour les identifier très clairement. Les 3 directions régionales que M. Chevrette a perdues, d'abord les transports, mais avec Jacques Brassard, on nous dit que ça a très bien été. Il a perdu également la sécurité civile, et ça, avec M. Bélanger, qui l'a remplacé à un moment donné comme leader. Il y a eu des accrochages, et la direction qu'il a perdue, celle de la justice, c'est celle-là qu'il a appris en revenant de vacances le 8 janvier en plein verglas. C'est le ministre Bouchard, le ministre Ménard, dis-je bien, qui était impliqué. Et des choses comme celle-là, a dit M. Chevrette, ça ne se fait pas. On peut encore une fois l'entendre. Je vous dis, moi, je n'accepte pas ça. Dans des principes de fonctionnement, ça ne se fait pas. C'est inacceptable entre collègues ministres, même entre collègues députés. Je ne ferais même pas ça un député. Moi, j'ai eu un petit problème là, dans une région. Je convoque le caucus d'une région, je discute avec eux autres. Il y a un respect. Et moi, je vous dis très honnêtement, c'est pas vrai que m'a fini une carrière politique en faisant en sorte que mon comté, pour toutes sortes de raisons, soit pénalisé. Jamais. Un peu curieux que ça se fasse sur la place publique, quand même. Absolument, et on a essayé d'avoir les commentaires de M. Ménard. M. Ménard, vous allez le voir, il n'était pas très chaud à commenter cette situation ce matin. Bien, c'est ce genre de choses-là que se discute en famille. Et ça se retrouve à Laval, c'est dans votre coin, ça? Ces choses-là se discutent en famille. Mais est-ce que ça n'aurait pas été normal que M. Chevrette soit mis au courant? Oui, alors on voit le ministre, M. Ménard, qui continue dans le corridor, mais qui il va rencontrer, vous pensez? Il va croiser Guy Chevrette. Ah oui, est-ce qu'ils vont se parler? Pas vraiment, ils sont salués très légèrement. Bon, M. Bouchard reconnaît, lui, qu'il a eu ses plaintes, en tout cas de M. Chevrette? Qu'il a eu un entretien, et le premier ministre reste toute cette histoire de façon très prudente, on peut l'entendre. M. Chevrette n'a pas pris une décision. C'est un moment de réflexion qu'il se donne, que je respecte, mais je tiens à ce qu'il reste avec nous. C'est un membre important de l'équipe, il a un rôle extrêmement considérable. Alors on verra tout ça.
Et les autres députés, comment réagissent-ils? Bien, au cours de 20 ans, 21 ans en politique maintenant, pour M. Chevrette, on n'a pas... âgés et bien souvent des femmes seules à la maison une fois que les conjoints sont partis au travail. C'est ce qui se passe, entre autres, dans la ville d'Outremont, qui est une banlieue annexée à Montréal, là, où M. Derèche, Jean-Marc Derèche, se présente comme étant un déglaceur, déneigeur de toit, demande l'argent comptant sur le champ et dit qu'il va aller déglacer et déneiger. Dans un cas que l'on va vous présenter tout à l'heure, il est bien monté sur le toit, il a commencé un déneigement, mais il ne l'a pas complété et il est parti sans demander son reste, enfin avec l'argent de la dame. Combien? Il l'avait déjà. Oui, il l'avait déjà. Alors, 500 $ payés comptant. Et dans l'autre cas, c'était 563 $ et là, cette fois-là, il n'est jamais monté sur le toit et il n'est jamais revenu pour faire le travail pour lequel on l'avait payé. Et la façon dont il s'y prend aussi, c'est qu'il arpente les ruelles. Donc, il passe par derrière les maisons, il voit un peu la situation, l'état de la toiture et ensuite, il se présente à l'avant de la demeure et là, il frappe à la porte et offre ses services. Et un petit coquin aussi, il se dit toujours référé par un voisin, ce qui augmente un peu sa crédibilité à ce monsieur Derèche en disant « Ben oui, je suis allé chez votre voisin, tout ça, il m'a dit que vous aviez besoin d'un déneigeur », alors que c'est complètement faux. Les gens ne l'ont jamais référé à qui que ce soit. Et il a un gabarit bien spécial parce qu'il faut dire qu'on ne l'a pas retrouvé, mais avec le gabarit que vous allez nous décrire, je pense qu'il est facilement repérable. Ah, tout à fait. Écoutez, cet homme-là fait 6 pieds 6. C'est un taupin. Il est, semble-t-il, très gros, trop gros même pour monter lui-même sur les toits. Mon Dieu, c'est plus dangereux que la glace s'il monte sur votre toit. Semble-t-il qu'il a des hommes de main qui font le travail à sa place et il serait édenté. Semble-t-il qu'il ne lui reste que 2 canines à l'avant. Ah bon? Alors, un 6 pieds 6 avec 2 dents à l'avant. Ça, je l'ai déjà vu dans un James Bond. Attention. Alors, on va écouter la mésaventure de M. Vaïs et de Mme Forget, 2 résidents de la ville d'Outremont. Je lui ai laissé 560 $. En argent comptant? Oui, c'est ça. Et il n'a jamais fait le travail. Comment s'est-il présenté à vous? Comment est-ce qu'il vous a abordé pour déglacer votre toit? Ben, il est venu frapper à la porte. C'était le jour où j'enterrais mon père. Alors, vous voyez, j'étais pas ici, d'ailleurs. La personne qui lui a répondu savait qu'il avait été recommandé par une voisine qui habite pas très loin d'ici. Là. Oui. Et donc, il a offert ses services pour déglacer le toit. On a frappé chez moi un dimanche matin. Et en me disant, écoutez, vous avez beaucoup de glace sur le toit, il faut absolument le faire. Et puis j'avais même l'article dans les mains. Le monsieur en question, il m'a montré une page de journal avec un article du Code civil que mon toit peut défoncer. Alors moi, j'étais prise de panique. Est-ce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de neige sur votre toit? Oui, vraiment beaucoup. Peut-être plus que 8 pouces, c'est ce qu'on disait. Mon ami lui a avancé de l'argent. Mais seulement il est venu par la suite pour dire qu'il fallait lui en donner davantage parce qu'il avait besoin d'une chute à neige puisqu'il ne pouvait pas jeter la glace sur le terrain. Donc il y avait des frais supplémentaires. Ensuite, il nous a dit qu'il devait faire venir une nacelle parce que le bord du toit était glissant et dangereux. Il ne pouvait pas y mettre d'échelle. C'était d'ailleurs assez haut. Alors que pour la nacelle, il y avait des frais supplémentaires. Bon, ensuite, je lui ai demandé une facture en bonne et due forme parce que je comptais la présenter à mes assureurs. Ouais. Alors, c'est marqué payé total cash. Cash, 563 $ et 35. Voilà. Et puis, il y a écrit travaux effectués avant le 22 janvier. Quand s'est-il présenté chez vous pour effectuer les travaux? Pour effectuer les travaux, jamais. Jamais. Il n'est jamais venu. Non, il n'est jamais venu. Avec son équipe, ils étaient 2 hommes en plus. Et puis, bon, ils se sont mis à l'ouvrage tout de suite. Ah oui, donc ils sont montés tout de suite sur votre toit. Oui, l'échelle est sortie du camion, ils sont montrés de preuves à l'appui. Et là, est-ce que vous avez payé une fois qu'ils soient redescendus du toit? C'est-à-dire qu'il m'a chargé 1 000 $, mais j'ai fait une avance de 500. Mais il m'a fait que le drain. Et puis après, il m'a dit, ma scie à chaîne est brisée. Le drain sur le toit. Oui, tout autour. Je sais pas, moi, s'ils l'ont bien fait, mais j'ai vu des cubes de glace tomber quand même, puis il y avait du bruit. Et vous lui avez donné 500 $. Oui. Bon. Puis là, demain, je reviens. Puis il m'a même appelé le soir pour me rassurer. Bon, c'était vraiment un problème technique, mécanique. Et puis, bon, ils sont jamais revenus. Il me rappelait et il me disait, oui, je vais venir. Là, j'ai eu des empêchements. Ne vous en faites pas, je vais venir. Alors, finalement, je lui ai dit que j'ai fait faire les travaux par quelqu'un d'autre. Donc, la dernière fois que je lui ai parlé, je lui ai dit, écoutez, rapportez-moi mon argent. Il vous a laissé une facture, ce monsieur. Oui. Ce monsieur Jean-Marc Derèche. Jean-Marc Derèche. C'est un faux nom. C'est un faux nom. C'est-à-dire que son prénom, il y a une simulation de son prénom. Je crois que c'est pas Jean-Marc, c'est Jean-Paul. Et son adresse n'existe pas, ou c'est S ou S, ça n'existe pas non plus. 5762 Christophe Colomb. Christophe Colomb, il n'y a pas
pas de est, c'est nord ou sud. Bon. Et son téléphone n'est pas en fonction. Et la facture, on voit qu'elle est au montant de 1 430 $. Oui, Ça, c'était le prix que vous avez fait. Il a inventé un prix bidon. un prix. L'avez-vous revu dans les parages? Oui, il rôde dans les parages. Il y a des gens... sa camionnette est brune, elle est assez reconnaissable. J'ai même le numéro de plaque maintenant. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'on l'a vu rôder dans les parages, oui. Dans les rues d'Outremont. Il propose encore ses services pour déglacer les toits. Alors, Caroline, vous avez essayé de l'attraper. Malheureusement, comme on n'a pas la bonne adresse, le bon numéro de téléphone sur les factures qu'il a fournies à ses clients, on le cherche encore. Oui, on le cherche encore et j'ose espérer qu'on pourra lui mettre, comme on dit, le grappin dessus dans le courant de la semaine prochaine. Mais chose certaine, pour les gens qui habitent dans le secteur d'Outremont et un peu partout sur l'île de Montréal, soyez prudents, faites attention. 6 pieds 6, un taupin, édenté, et qui Alors propose donc, ses services. s'il y a un homme qui se présente chez vous et que vous le regardez comme ça et qui vous dit « Est-ce que je peux arranger votre couverture, s'il vous plaît? » Faites attention. Oui, tout à fait. Merci, Caroline. Et, il y a sûrement des précautions à prendre de toute façon quand on veut faire déglacer un toit, Gaëtan. Ça, c'est sûr. Oui. Et avec nous, M. Claude Jacques, qui est le directeur technique des maîtres couvreurs de l'Association des maîtres couvreurs du Québec. Bonjour, M. Jacques. Bon, M. Jacques, 500 et même 1 000 $, parce que là, c'était un acompte, 500 $. Est-ce que c'est pas exagéré un peu en partant de charger des frais comme ceux-là pour déneiger un toit? Le 500 $ peut être raisonnable, dépendamment des travaux qu'il a exécutés. Dans le reportage qu'on a entendu, il parlait que l'entrepreneur a seulement déglacé le drain et ces choses-là. Ça, pour faire un travail comme celui-là, oui, c'est exagéré. Déglacer, vérifier l'épaisseur de la glace ou de la neige sur le toit, nettoyer le drain de façon à s'assurer que le drain soit fonctionnel au cas où il viendrait de l'eau, de la pluie ou des choses comme ça. Ça peut coûter, d'après moi, 250 $ aux autres. Comment on peut prévoir si on fait affaire à un vrai ou un faux couvreur? Nos couvreurs actuellement, d'abord, une chose sûre et certaine, que nos couvreurs ne font pas de félicitations. Donc, s'il y a quelqu'un qui se présente à votre porte, il vous dit « je suis couvreur, je peux vous aider », là, en partant, c'est pas bon. Je veux dire, c'est à vérifier parce que les couvreurs sont tellement actifs. Si Dame Nature a été capricieuse au cours des dernières semaines, elle a fait un beau cadeau aux familles hier. On ne pouvait pas rêver d'une plus belle journée pour l'ouverture de la fête des Neiges. On avait le souvenir parce que les événements qui sont comme ça depuis des années au cœur des gens, ça devient traditionnel. Alors souvent, ça devient une fête de famille aussi. Souvent, on va y aller en famille, on va aller à s'écrier, on va y aller avec toute la famille, on va se réchauffer, on va aller dans les différents sites parce que c'est un peu partout à Chicoutimi. Il y a différents événements, différents sites pour le carnaval souvenir de Chicoutimi. Il y a une nouveauté depuis l'an dernier qui est le gala d'ouverture. Ça, c'est une grande fête où toute la population est invitée au Centre Georges Vézina. Cette année, il y aura la bottine souriante qui sera là. Alors, on pourra danser, se réchauffer. Et ce qu'il y a de particulier, c'est 3 $. 3 $ pour voir la bottine souriante. Est-ce qu'on s'habille en vêtements d'époque? Oui, souvent, oui. La plupart des gens s'habillent en vêtements d'époque. On invite les gens à le faire. C'est pas nécessaire. Mais évidemment, ça ajoute à la féerie, ça ajoute à l'engouement. Il s'est mis devant le porteur de ballon qui est extrêmement bien bloqué. Il a même bloqué 2 joueurs là-dessus. Oui.